Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On a prévu une petite heure. Donc, d'abord, nous allons vous présenter brièvement qu'est-ce que c'est le CNAM, ce qu'on fait. Nous allons continuer donc avec ce précieux échange avec Cécile et vous tous, hein, c'est complètement ouvert. Après l'intervention de Cécile, on va vous expliquer un petit peu comment le CNAM fonctionne, quelles sont les formations que nous proposons dans ce domaine-là et sous quelle modalité pédagogique et quel est le calendrier. Voilà, on vous donne quelques petites pistes un petit peu là-dessus. Si vous avez des questions, il y a un chat qui est disponible, donc sous l'onglet conversation. Écrivez vos questions. Donc, et nous, comme ça, on lira à voix haute les questions pour que on puisse y répondre. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, go, on y va. Donc, le CNAM, eh bien, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Alors, nous sommes un établissement public depuis 1794. Nous sommes les numéros 1, c'est pas nous qui le disons, c'est le Figaro, de la formation à distance. C'est notre spécialité. Et nous avons deux publics cibles, qui est donc la formation professionnelle. Donc ça, ce sont pour les adultes, que ce soit un besoin de reconversion, que ce soit un besoin de validation des acquis, que ce soit un besoin d'apprendre juste une compétence supplémentaire, on est là. Deuxième cible, c'est donc l'alternance. Donc là, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'aujourd'hui, on a créé des diplômes, oui, on propose des diplômes en alternance, des diplômes d'État. Donc ça, notre cible, c'est plutôt les jeunes qui continuent leur formation. Et le troisième volet, qui est donc la validation des acquis d'expérience, et donc plus connu sous le nom de VAE, dont nous sommes les créateurs. Donc on est bien là depuis 1794, on est bien rodé. Donc voilà, on va pouvoir passer à notre échange avec Cécile. On a quelques petits thèmes ce soir qu'on aimerait aborder. Donc, que ce soit quels sont les métiers concernés par la formation des adultes. On peut aussi parler de leur évolution, l'employabilité et aussi les évolutions professionnelles dans ces métiers. Et on pourra aborder aussi un petit peu les salaires. Cécile, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà un petit peu? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être, avec vous ce soir et avec le CNAM que j'ai découvert, cette année en tant qu'intervenante, voilà, pour les auditeurs. Je suis actuellement chargée, d'accompagnement de la transformation pédagogique. En fait, j'accompagne, on va dire tous ces grands chantiers de transformation au sein de l'université, de Bordeaux spécifiquement. Et j'exerce, cette profession qu'on nomme aussi ingénieur pédagogique, depuis, plus de 10 ans dans l'enseignement supérieur, avec une première carrière, en tant qu'enseignante en maths, dans un CFA. Donc, la reconversion dont vous parliez, Anne-Sophie, je l'ai moi-même vécue à la quarantaine, au moment où on commençait à poser des des petites questions et c'est effectivement la formation à distance qui m'a permis de prendre ce virage vers, la formation pour adultes. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, j'interviens auprès, des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'université autour des thèmes, liés à la pédagogie au numérique, transformation des pratiques, transformation de la posture. Et j'interviens aussi, au sein du CNAM, donc auprès des auditeurs, dans une unité d'enseignement sur, les pratiques du numérique en pédagogie. Et aussi au sein de l'université de Corté, au sein d'un master. Donc, je baigne dans la pédagogie et le numérique et la formation, plus spécifiquement pour adultes, si on peut le dire. Est-ce que vous voulez que j'en dise plus, Anne-Sophie? Eh oui, on va creuser un petit peu tout ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un petit panel, peut-être assez limité quand même, des différents métiers qui
sont dans le domaine de la formation des adultes. Je pense, par exemple, petite première piste, au métier de formateur. Nous, on a beaucoup de demandes de personnes qui souhaitent se reconvertir au métier de formateur ou même qui ont la pratique mais qui n'ont pas la théorie. Donc, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs autres petites pistes là-dedans? Peut-être, puis ça demande. Oui, alors le métier de formateur, oui, c'est une des premières pistes, pour être face à des adultes. Le métier que j'exerce qui s'appelle, ingénieur pédagogique, c'est un grand terme, qui cache aussi la formation pour adultes. Alors peut-être que je vais expliquer ce que c'est, puisqu'on est, à la frontière entre, la pédagogie et la formation. En fait, le métier d'ingénieur pédagogique consiste à accompagner du coup les enseignants ou les experts métiers dans la transformation d'une formation, souvent pour passer à distance. Donc, on apprend tout ce qui est scénarisation, comment on va se fixer des objectifs, quelles activités on va pouvoir proposer à nos apprenants, comment on va évaluer. Donc, voilà, le métier d'ingénieur pédagogique, il est essentiellement tourné vers cet aspect scénarisation de l'enseignement. Il est tourné aussi vers les outils, la manipulation d'outils, hein, que ce soit la conception d'outils multimédia pour la conception de ressources, mais aussi des plateformes pédagogiques comme il peut y avoir aussi autour du CNAM. Donc ça, ce sont les grands métiers, on va dire la formation directe et puis on va dire la formation un peu transverse des enseignants. Euh, on a une diversité dans les lieux et dans les contextes dans lesquels on peut aussi travailler. Donc là, moi, je vous ai dit, je travaille à l'université, donc on est dans le public, mais il y a aussi énormément de postes d'accompagnateurs, d'ingénieurs ou de conseillers pédagogiques dans le domaine du privé. Et on a aussi une grande branche d'activité autour d'auto-entrepreneurs qui proposent aussi des formations ou de l'accompagnement dans cette scénarisation pédagogique ou prise en main d'outils ou transformation, on va dire, numérique, enfin, induite par le numérique. Donc, on est, voilà, quelques exemples de métiers autour de la formation des adultes. On a une belle évolution hein, de ce métier avec toute l'arrivée du numérique comparé pardon, excusez-moi, j'ai dit moustique. Comparé à il y a quelque temps où effectivement on était très dans un schéma où on était assez frileux. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Hein. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on l'a compris, mais c'est l'avenir vraiment, hein, le numérique. Disons qu'il y a, il y a eu un grand virage aussi. Alors, c'était naissant bien avant le Covid, bien sûr, hein, parce que vous le dites, hein, vous étiez pareil, précurseur sur l'enseignement à distance. Sur l'enseignement à distance, ça a explosé après le Covid parce on a senti qu'il y avait c'est le champ des possibles, c'est ouvert en fait. Voilà, pour nombre de personnes qui peut-être se disaient il faut absolument faire du présentiel. Et c'est vrai que même parmi les auditeurs que j'accompagne et que je suis sur l'unité d'enseignement, certains au début de l'unité d'enseignement me disent mais c'est pas possible de faire de la formation à distance par exemple pour la manipulation ou l'apprentissage de gestes. Et oui, en fait, on peut adapter des enseignements qui étaient en présentiel de l'enseignement à distance. Le numérique nous aide, les plateformes pédagogiques nous aident. Donc, oui, ça a ouvert vraiment le champ des possibles. Et se dire que, bah oui, c'est donc possible. Voilà. Donc le numérique, enfin le Covid est venu bousculer tout ça, même si c'était déjà très présent. On entend beaucoup parler de digitalisation de la formation, voilà, tous ces termes qui sont maintenant très, très diffusés sur les réseaux. Donc oui, il y a une évolution très, très claire et une mine parce qu'on est maintenant dans le cadre de la formation tout au long de la vie. On est rarement sur un seul et même métier depuis son entrée dans le monde du travail jusqu'à quand on parlait du kiffage, jusqu'à sa retraite. Voilà, on a des reconversions possibles, comme vous le disiez. Donc,
c'est aussi un levier, hein, cette digitalisation, ce numérique, c'est un levier pour pouvoir aussi, hein, changer de métier et changer d'orientation. Madame Garcia, j'avais une petite question par rapport à tout ça. Justement, ça devrait intéresser nos auditeurs. Quel est le statut? Généralement, vous nous avez parlé de plusieurs métiers, mais quels sont les statuts? Est-ce que c'est plutôt des statuts de salariés, d'auto-entrepreneurs? Vous avez abordé un tout petit peu le sujet, mais en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est par rapport aux métiers que vous avez cités, quelle est la part de salariat ou c'est plutôt des métiers en indépendant? On a alors la part exacte, je ne saurais pas vous le dire, c'est très précis. Il y a l'auto-entrepreneur, je dirais peut-être que ce qui est le plus prégnant, c'est l'auto-entrepreneur et le privé. Mais il y a une explosion en ce moment de demandes dans cette filière, dans le public, parce qu'il y a énormément d'appels à projets portés par le ministère qui visent à développer l'offre de formation. Donc, il y a une poussée, on va dire, des demandes du public voilà, dans ces domaines. D'accord. J'avais une petite question à tous nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous inscrire votre projet professionnel? Est-ce que c'est pour être formateur? Est-ce que c'est pour être responsable de formation comme moi? Conseiller formation comme Anne-Sophie, entre autres, sachant qu'il y a quand même d'autres métiers. Est-ce que vous pouvez nous inscrire dans le chat votre projet professionnel dans les grandes lignes? Allez-y, on va continuer la conversation, mais ça nous permettrait aussi d'orienter encore mieux. N'hésitez pas, donc être formateur pour adultes, travailler avec les... Oui, je vous en prie. Ah non, tant pis. Psychologue du travail, d'accord, ok. Ça marche. Donc, et donc, du coup, formation des adultes pour Madame Bolivar, en lien avec, en parallèle, c'est ça? Non, peut-être juste de la psychologie du travail. Je veux devenir D'accord. psychologue du travail. Ok. Je suis déjà auditrice. Hein. D'accord, ok, très bien. J'ai commencé un tout petit peu. D'accord. C'est mes débuts. Parfait. Par contre, Anne-Sophie, on ne va pas aborder le psychologue du travail ce soir, on est d'accord? Non, Pas c'est ce soir, oui. Ce sont des généralités dont vous parlez, c'est très bien. Ok, parfait, super. Ça me va. Je voulais juste m'en assurer pour que vous ne soyez pas déçus. Non, non, Effectivement. Ok, parfait. Alors, du coup, Sandy, je suis formatrice et je passe le titre responsable formation. Super. Non, monsieur Labache, je suis désolée, on ne vous entend pas. Projet d'être formateur pour adultes ou responsable formation, salarié dans un premier temps. Ok. Alors, clairement, pour avoir travaillé dans plusieurs centres de formation, aujourd'hui, en tant que formateur, alors je parle dans le privé, dans le public, c'est des fois un petit peu plus différent, mais c'est beaucoup de statuts indépendants. Vraiment, la majorité des employeurs sont sur cette attente-là. Il y a un rapport fournisseur-client, je ne vais pas vous mentir. On travaille dans la collaboration, dans la coordination, c'est du gagnant-gagnant. Mais en tant que formateur pour adultes, c'est souvent ça. Et par contre, les formateurs pour adultes, Madame Garcia, vous me reprenez ou nuancez mes propos, mais moi, c'est vraiment basé sur quasiment 10 ans dans la formation, mais dans le centre de formation. Je me suis mangé ce que je voulais dire. Dans le centre de formation, administration d'État, état actuel, ouvrier, sous traitance industrielle. D'accord. Donc, je voudrais travailler dans une... Ah oui, d'accord. Donc, responsable formation aussi. Alors, il y a quand même deux choses différentes. C'est que vous avez la formation pour adultes. Ça y est, j'ai repris ce que je voulais. Formation pour adultes où vous pouvez être conseiller formation, c'est-à-dire découverte du besoin client. C'est ce que fait Anne-Sophie dans son travail. Accompagnement sur le financement. Oui, je vais y venir, Monsieur Guiton, là-dessus. C'est ce que je voulais dire. Vous pouvez, donc, c'est un aspect plutôt commercial, mais aussi accompagnement du besoin, donc découverte du projet professionnel et orientation. Une fois que ça, c'est validé, le financement est validé, vous passez sur le pilote de formation, donc ça, c'est le poste que j'occupe actuellement. Et si vous êtes intervenant ou formateur, puisque c'est le même mot, et là, je réponds à Monsieur Guiton, c'est que c'est un statut indépendant où on facture effectivement la prestation. Et vous avez plusieurs options. Généralement, vous en avez deux. Soit vous dispensez votre formation, donc, votre prestation de formation auprès des organismes de formation, donc auprès d'un public d'alternants, mais aussi d'adultes, d'accord? Ou alors, vous allez directement en entreprise. Donc là, c'est quand même un marché qui est différent. On est quand même dans une posture de prospection directe, où là, bien sûr, il y a plus de marge.
On est là aussi pour parler argent. Mais par contre, c'est une mini-entreprise que vous avez. Donc, il faut refaire votre réseau, il faut être présent partout, il faut avoir un site internet, il faut être présent sur les réseaux sociaux. On est sur une mini-entreprise. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça demande plus de temps. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, j'ai vu aussi... D'accord. Par contre, pour la personne qui a indiqué qu'elle voulait travailler dans une administration, le lien avec la formation des adultes, est-ce que c'est en lien? Est-ce que vous devez devenir formateur, en fait, accompagner les techniciens? N'hésitez pas à l'inscrire. Ça nous permettrait d'orienter un petit peu. Donc voilà, Madame Garcia, vous êtes d'accord avec moi sur les grandes tendances, hein? On est là-dessus, hein? Voilà, pour resituer un petit peu. Absolument. Ok. C'est vrai que la connaissance sur le public est plus précise, mais il y a d'autres effectivement types de métiers. On a aussi les responsables de formation qui sont Ouais. dans le public, qu'on appelle plutôt ingénieurs de formation. Voilà, c'est Oui, des terminologies. Voilà, mais c'est le même métier. Ouais. c'est le même métier, c'est un contexte différent, donc forcément, là, c'est pas de la facturation, Ouais, on est salarié. Voilà. Oui, complètement. Je tiens à préciser que, et c'est souvent une question, et c'est une question que je me suis posée quand c'était aussi une réorientation pour moi, il y a 10 ans, et j'ai commencé au CNAM. Oui. J'ai été auditrice pendant plusieurs années pour me diplômer. Vous avez en fait la possibilité d'être soit expert métier, et c'est des fois des demandes, c'est-à-dire, je donne un exemple, moi j'ai travaillé dans le commerce et la vente pendant des années avant de me réorienter sur la formation. Et souvent, j'avais des postes qui étaient en lien avec ce cœur de métier. Donc, c'est-à-dire que j'étais responsable de formation, mais j'avais une expérience finalement du contenu de formation. Et des fois, et c'est aussi le cas de plus en plus dans les organismes de formation, mais c'est un choix stratégique. Sachez qu'on peut être responsable de formation sans être, en tout cas ingénieur, sans être forcément expert métier dès le départ. Puisque, comme vous voyez, Madame Garcia, on s'appuie sur des experts métiers et on travaille en collaboration. Le principe de l'ingénieur pédagogique, c'est justement de travailler avec l'expert, de découper, de proposer des modalités, de proposer des méthodes et d'adapter en fait. C'est la boîte à outils. L'expert a le contenu. En fait, c'est un peu le chef de cuisine. Voilà. Et il fait la recette il connaît son public, il connaît le diplôme. Et en fait, il fait sa recette pour que tout aille au mieux et que ça soit le plus délicieux possible. Si je caricature un peu, on est là-dedans. Voilà, pour vous donner. D'accord, donc je suis exactement dans le même cas que vous, commerce depuis 25 ans. Et bien voilà, Donc c'est souvent le cas. N'hésitez pas à poser des questions plus directes, hein, chers auditeurs aussi. Pas plus en comptabilité, j'ai encore travaillé. Ok, d'accord. Visiblement, m'aurait permis de savoir comment accéder aux UE en tant que demandeur d'emploi déjà diplômé. On y vient. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut commencer à passer à l'autre slide. Anne-Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Ça te va? Est-ce que niveau métier, on a pu répondre à vos interrogations? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Mais même si vous en avez tout au long du parcours, vous n'hésitez pas, vous y allez, hein. On est là pour ça. C'est un temps dédié. Donc, on va passer un petit peu à comment ça fonctionne au CNAM. Donc, excusez-moi, madame. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, je suis travailleur handicapé dans un ESAT et en fait, je suis ouvrier en sous-traitance actuelle, ouvrier en sous-traitance industrielle. Et en fait, j'aimerais évoluer en fait dans un métier administratif au sein d'un ESAT en fait. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible. Moi, on m'a dit que en fait, dans la comptabilité, c'est pas possible. En fait, j'ai un bac +2 de comptabilité et en fait, je suis en stage à Delta Plus. En fait, c'est un ESAT en fait. Et en fait, c'est une formation qui est rémunérée par le CDTPI, par mon employeur en fait. En fait, on me paye pour les 3 mois de stage que je fais dans l'ESAT, en fait, dans un autre ESAT. Et vous seriez... Pardon, non, je t'en prie, Anne-Sophie, pardon. Et du coup, vous seriez intéressé pour changer de domaine? Oui, je serais intéressé pour passer dans un métier administratif. Administratif dans le domaine de la formation des adultes? Oui, oui, j'avais fait
un bac plus 2 comptabilité, en fait, au Oui. CNAM. Ah oui, d'accord, Donc, ok. en fait, il me reste, parce que là, je suis en stage actuellement au mois de juin, et Oui. après, je reviens en septembre. En fait, c'est 3 mois dispersés, en fait. Mm. Je fais un stage au mois de juin, et après en septembre, et après en avril, mai 2024. Et après, une fois que j'aurai mon diplôme, je vais voir quelles sont mes possibilités d'évolution. Dans un ESAT, parce qu'en fait, j'ai une reconnaissance de travail handicapé. Je ne sais Oui. pas si ça vous parle, en fait. Oui. Bon, après, en fait, il faut savoir qu'au CNAM, on a Ouais, tout type de diplôme. On ouais, va avoir des certificats qui ouais. sont un diplôme. Le certificat d'assistant comptable, je l'ai déjà eu, en fait, en Voilà. 2020. Mais on a aussi du coup, pourquoi je parle des certificats? Parce que ce sont des diplômes qui, ont comme prérequis, j'allais dire pas grand-chose. C'est-à-dire ils sont ouverts, c'est des diplômes qui sont ouverts à tout le monde. Les prérequis, ils vont pas être très stricts, obtention obligatoire d'un bac plus 2 dans le domaine et tout ça. Donc oui, on a des diplômes dans ce domaine-là qui vous ouvriraient les voies d'un métier dans la formation des adultes. Donc, vous avez besoin d'un métier plus administratif. On a ça, il n'y a pas de souci. Mais après, on pourra se recontacter aussi ultérieurement et je pourrais vous présenter des choses et voir si ça correspond à votre besoin. Il n'y a pas de souci. Mais D'accord. on en a des choses. On en a des D'accord, ok. diplômes. Parce que Et, moi, on m'a dit que le métier de secrétariat est accessible aux travailleurs handicapés de l'ESAT, en fait. eh bien, à voir. On creusera un petit peu en fonction de votre D'accord. cas, mais peut-être plus tous les deux. D'accord, ok. OK? On Après, fera je ça. ne sais pas quelles sont mes possibilités d'évolution, en fait. Oui, Ça, je ne sais pas. mais on verra. Je suis pratiquement à la fin, en fait. Je suis pratiquement à la fin. Ouais, bah oui, oui, oui. En fait, Mais je fais le mois de juin, et oui, puis septembre, et puis mai 2024. En fait, j'aurais terminé j'aurais validé mon bac plus 2 de comptabilité, en fait, diplôme ok, d'assistant de gestion comptable. ok, ça marche. Ok, bah, j'ai bien compris votre parcours, mais on en discutera tous les deux un peu plus en privé. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça de toute manière, pour échanger sur les projets de formation, il n'y a pas de souci. Donc, au CNAM, hop, hop là. Au CNAM, on a différents types de diplômes, que ce soit des diplômes d'État, comme on l'a vu ensemble, tout ce qui est licence. D'ailleurs, Monsieur Labache nous en parlera tout à l'heure. Il a suivi la licence qui s'appelle aujourd'hui la licence formation et travail. On a des blocs de compétences. Un bloc de compétences, c'est très à la mode. C'est grâce à ça qu'on peut utiliser le CPF. Et c'est un ensemble homogène d'unités d'enseignement. On a des certificats. Donc, les certificats, ce sont des formations courtes, rapides, qui permettent d'être employables directement après la formation. Et tout ça, à l'intérieur, il y a des unités d'enseignement. Et en fait, les unités d'enseignement, c'est des cours. Et donc, tout s'emboîte. On prend une unité d'enseignement, puis une deuxième unité d'enseignement, puis une troisième unité d'enseignement. On a un bloc de compétences. Bloc de compétences, c'est une véritable certification. On n'en entend pas trop parler, mais ça a une véritable valeur. Quand vous validez un bloc de compétences, vous pouvez mettre ça en avant sur votre CV. Il n'y a aucun souci. Les employeurs reconnaissent ces compétences-là. Et on va rajouter peut-être 2, 3 unités d'enseignement. On va pouvoir valider un certificat. Et si on veut continuer derrière, pas de souci, on continue, on prend quelques unités d'enseignement supplémentaires et on obtient un diplôme dans sa totalité. Et ça permet d'y aller à son rythme. Au CNAM, les gens, ils sont libres. Vous pouvez commencer par une unité pour voir ce que ça donne et continuer comme ça et obtenir des diplômes intermédiaires en attendant d'avoir le grand diplôme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on a construit notre offre sur ce principe-là. J'ai oublié de dire, nous sommes spécialisés dans les formations hors temps de travail, c'est-à-dire en cours du soir.
Et c'est pour ça que notre cible, ce sont bien les adultes, pas forcément que salariés, ça peut être des demandeurs, tout type d'adultes, tout actif, tout simplement en fait, hein, qui veut se former, mais cours du soir. Ça veut dire qu'on va se former sur des visios avec Madame Garcia, par exemple, de 20h à, je dis au pif un peu, mais de 20h à 21h ou 18h à 19h. Voilà. Et sous format de visio. On a aussi, je réponds à Madame, il y avait quelqu'un qui avait posé la question aussi. On a aussi des cours qui sont avec un petit peu de présentiel, mais on reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Là, dans une seconde, j'embraye là-dessus. Donc voilà comment fonctionnent les formations au CNAM. Petit bout par petit bout, boum, allez, on a un diplôme. Les modalités pédagogiques, Karine, tu pourrais nous les présenter, toi, t'es au cœur. Avec grand plaisir. Alors, au CNAM, c'est assez simple. Vous avez deux modalités. Certaines unités d'enseignement sont 100% à distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer au CNAM. D'accord? Ça se découpe en deux temps. Vous avez des activités à distance, donc des activités en autonomie, où l'intervenant dépose des exercices, des cours, des analyses de documents, que vous avez une date butoir, généralement une semaine, 2 semaines, pour réaliser. D'accord? Ça vient en support, en fait, de la webconférence, qui est pareil sur un rythme de à peu près toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. D'accord? C'est variable, ça peut aller de 1 heure à 3 heures selon le choix pédagogique de l'intervenant. OK? Ces webconférences sont enregistrées. OK? Ça vous permet de plus de souplesse, plus de flexibilité pour revisionner les cours. OK? Vous avez, parce que c'est quand même très important, un espace numérique de formation individuelle sur lequel vous retrouvez les webconférences, les supports. OK? Le but, c'est la flexibilité et laisser. Merci Anne-Sophie. Je ne sais pas, c'est tout violet. Excuse-moi, attends, j'ai un problème de connexion. Attends, je vais remettre, je vais y arriver. Je continue. Donc, ça vous permet, en fait, il y a un espace qui vous est dédié, qui vous est personnel avec une adresse mail dédiée au nom du CNAM, à laquelle, finalement, vous échangez avec les formateurs, mais aussi avec les autres auditeurs. C'est très important parce que même si on est à distance, il est tout à fait possible de pouvoir créer une dynamique de groupe. Voilà. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'hybride, c'est-à-dire que c'est un mélange d'activités à distance, de webconférences et de présentiel. Alors, quelle unité est en 100% à distance et quelle unité est en hybride? Ça dépend du contenu et du choix du responsable de formation avec l'intervenant. Il y a des contenus qui s'y adaptent et d'autres pas du tout. Donc, l'idée, vous l'avez compris, hein, c'est que vous réussissiez. Donc, je sais que le 100% à distance est plus commode pour les actifs. Je le sais parce que je continue à me former et je sais que le présentiel, sur le moment, on est là. Je resterai bien au lit, je n'ai pas envie de prendre ma voiture, je sais. Par contre, quand on sort de la journée, en présentiel, ce n'est pas la même. On fait son réseau, on a échangé avec un intervenant qui est très calé parce que nous avons majoritairement des universitaires doublés de professionnels. C'est le gros avantage du CNAM parce que clairement, on a une approche universitaire. Donc, nos collègues en organisme privé font de l'excellent travail avec une approche métier, mais nous, on a l'avantage d'avoir les deux. On a l'université associée aux professionnels sur le terrain. Donc, on ne va pas mentir, on ne va pas bouder notre plaisir. Nous, c'est vraiment, moi, voilà, j'aime beaucoup mon métier parce que j'échange avec une pluralité de profils et un niveau d'enseignement qui est assez élevé. Voilà, franchement, c'est la vérité. Donc, c'est un choix pédagogique, d'accord? Tout est renseigné sur notre site Internet. Vous avez tout. En fonction du diplôme, du certificat, de l'unité d'enseignement que vous choisissez, la modalité en Nouvelle-Aquitaine est indiquée. D'accord? Alors, je vois qu'il y a quelques questions très importantes. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et surtout dans la formation pour adultes. Madame Garcia, on est d'accord, hein? C'est essentiel. On fait notre réseau, l'échange de bonnes pratiques. Et surtout, le gros avantage, c'est que vous êtes formé à devenir formateur. Donc, en tant qu'apprenant, vous avez l'autre regard, en fait, de comment vous subissez et comment vous appréciez les outils pédagogiques. Donc, ça vous donne un recul, une prise, en fait, une prise de recul qui vous permet de tester les outils et de voir comment les utiliser. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça, c'est essentiel. Karine, je me permets. Hein, bien sûr.
Vraiment, et c'est essentiel de vivre la vie de l'apprenant, de celui qui est de l'autre côté. C'est tellement essentiel. Et la dynamique de groupe, je vous rejoins tout à fait. Elle est possible aussi à distance, puisque la plateforme du CNAM, elle propose vraiment il y a des outils qui permettent aussi de se réunir et d'échanger, et même voilà, en dehors des webinaires, en dehors des temps synchrones. Donc, voilà, il y a l'outil est vraiment adapté pour que la formation se passe vraiment dans les meilleures conditions et qu'on ne pas se sentir seul, parce que c'est un peu compliqué aussi parfois. Bien sûr. Mais voilà, tout est enfin, prévu et possible pour faire ces liens entre les personnes. Je vois une question de Monsieur Guiton qui parle de la différence fondamentale entre nous et l'AFPA. Alors, il n'y a pas d'être désolé, ce ne sont pas des concurrents, c'est vraiment des confrères, mais même avec les organismes privés, parce qu'on n'a pas vraiment la même approche. Le CNAM, c'est du hors temps de travail. C'est-à-dire, vous êtes actif, vous êtes pro, vous avez une vie de famille, vous n'avez pas prévu de faire un CPF de transition, c'est-à-dire de demander un congé de formation, ça ne fait pas partie, vous venez d'avoir une promotion, un nouveau poste, vous êtes bien, vous n'avez pas envie de partir, etc. Par contre, vous voulez vous former pour la suite. Par contre, vous avez une idée d'évolution professionnelle ou de reconversion, mais vous n'avez pas envie de rompre finalement ce que vous avez actuellement. Donc, l'AFPA, lui, va former à temps plein. Donc, il faut être disponible tous les jours à temps plein, alors que nous, on forme le soir et le samedi. Donc, en fait, tout dépend. De toute façon, c'est toujours la même chose. On part de l'auditeur, du projet. Qu'est-ce que vous voulez? Quel métier vous visez? Pour quelle raison? Pour occuper quel poste? Là, le travail des conseillers, c'est de vous orienter et de vous dire, pour y accéder, comment faire. Et ensuite, quel est votre projet? Est-ce que vous voulez faire un break, un congé de formation à temps plein, ou est-ce que vous voulez le faire progressivement dans le temps? En fait, ça part toujours de votre projet. C'est ça qu'il faut vous demander. Donc, pour Alexandra, je suis intéressée par des UE type travaux pratiques en présentiel sur Paris. Alors, pour s'y inscrire, il faut contacter le CNAM de Paris. En fait, chaque CNAM… Attends, pause. C'est moi qui réponds. Voilà, c'est sa partie, c'est normal. Pas de souci. Alors, Alexandra, la grande règle du CNAM, c'est que les personnes qui résident en Nouvelle-Aquitaine, c'est le CNAM Nouvelle-Aquitaine qui est c'est nous qui allons nous occuper de tout votre parcours, de toutes vos inscriptions. Donc, il n'y a aucune difficulté à ça. On va prendre contact ensemble. Vous allez rentrer en contact avec un conseiller en formation. Vous allez expliquer votre projet. Vous allez expliquer quelle unité d'enseignement. Nous, on va tout mettre en ordre pour vous y inscrire. On va récupérer les plannings. On va voir comment c'est réalisable. Si pour vous, vous avez des facilités pour vous déplacer à Paris, aucun souci. Feu vert, on y va. Il n'y aura aucun problème là-dessus. C'est assez basique. C'est un peu notre quotidien, ça. Alors, pour le financement, il faut savoir que la région finance automatiquement 80% du coût de formation. C'est automatique, il n'y a pas de dossier à créer, il n'y a pas du tout, c'est automatique. Le CPF est possible pour beaucoup de formations. Il faut regarder qu'est-ce qui… Là, quand on parle CPF, il faut qu'en face, on ait déjà le projet de construit, qu'on ait déjà un diplôme de ciblé et le projet de formation sur l'année qui est construit. Et c'est en fonction de ça que nous, conseillers, on peut vous dire comment on peut utiliser le CPF et à quelle hauteur, toujours en fonction aussi de combien vous avez cumulé sur votre CPF. Oui, donc tout ça, dans tous les cas, il y a la région, on y va, c'est grand feu vert, et le CPF, il faut que j'ai la formation en face pour vous dire ce qui est possible. J'ai une petite question, Anne-Sophie, de mon côté. Est-ce qu'on peut mobiliser le CPF pour financer un bloc de compétences? C'est le but. C'est le but. C'est exactement ça. Donc, vous avez un diplôme. Dans ce diplôme, vous avez des blocs de compétences qui ont été créés. Donc, le diplôme est découpé en différents blocs de compétences. Et un bloc de compétences est composé d'unités d'enseignement qui ont un lien entre elles, qui ont un sens. Et on peut tout à fait s'inscrire et acheter ce bloc de compétences via le CPF. Et pour avoir diplôme, hop, on s'inscrit à l'autre bloc de compétences, on utilise sur CPF. Pas de souci, jusqu'à que le CPF soit épuisé. Et puis après, on passe en financement avec la région. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le but. Oui, complètement. Pour vous donner un exemple, là, vous voyez le slide qu'on a mis.
le certificat de compétence. Certains, en réalité, souhaitent un diplôme et certains non. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à me former, je ne voulais pas forcément un diplôme au tout départ. Je voulais avoir des compétences de base pour pouvoir postuler, en fait, en tant que conseillère formation. Tout départ, quand je me suis réorientée. Donc, je n'ai pas fait un diplôme, j'ai validé certaines unités d'enseignement qui m'ont formée sur le financement de la formation, sur qu'est-ce qu'une ingénierie, qu'est-ce qu'un programme, comment on le construit, que je puisse le comprendre, comment analyser un besoin. Et j'ai validé en fait 5 unités d'enseignement. Donc, un diplôme, généralement, on en a bien une bonne douzaine. Hein, Anne-Sophie, je ne me trompe pas, on est bien une bonne douzaine pour un diplôme. C'est variable, mais plus. Oui, Ouais. C'est en gros, c'est ça. Voilà. Donc, j'en avais validé allez, 3-4 de mémoire. Je crois que c'était autour de 4. Et c'est ce qui m'a permis à être embauchée, en fait, dans un centre de formation en tant que conseillère. Donc, je n'ai pas eu besoin de valider. J'avais déjà une expérience dans le commerce. Et j'ai validé quelques unités d'enseignement pour acquérir les compétences et les connaissances de base pour être. Et j'ai été embauchée. Et c'est vrai. J'ai été embauchée, il n'y a pas de secret, hein, j'ai été embauchée au CESI en tant que conseillère formation. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous voyez là, le certificat de compétence, lui, il regroupe que quelques unités d'enseignement et qui vous rend opérationnel à l'issue. Et c'est ça qui est important. Tout dépend de ce que vous voulez. Diplôme ou compétence, long terme ou court terme. Parce que le court terme est tout à fait possible pour être employable. Ça, en France, on rêve beaucoup de diplômes. C'est vrai, ça donne un niveau. Mais on parle aussi employabilité de plus en plus. Donc certains sont déjà diplômés sur d'autres secteurs, d'autres non. Certains ont besoin d'un diplôme, d'autres non. Vraiment, pensez à tout ça. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux formations pour adultes, sur le responsable de projet, la licence ou les certificats? N'hésitez pas, hein, même si on peut avancer, on y reviendra sans problème, de toute façon. Excusez-moi, madame. Est-ce qu'avec le diplôme d'établissement assistant comptable, est-ce qu'on peut travailler dans le secrétariat? C'est des filières voisines, non? Oui, c'est complémentaire. Hein. C'est complémentaire. Vous pouvez tout à fait. Alors là, excusez-nous, on fait une petite aparté qui n'est pas tout à fait dans le domaine, mais on va quand même répondre. Vous avez tout à fait. En fait, parfois vous avez des postes de secrétariat qui sont assez polyvalents. C'est tout à fait possible qu'un secrétaire, on demande des notions, enfin, de faire des écritures comptables, de la saisie de factures. C'est tout à fait possible. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein. C'est souvent dans les petites entreprises, TPE, PME, PMI, qu'on va retrouver un besoin que le secrétaire soit multifonction, mais c'est tout à fait possible. Oui, ça existe. Il y a pas, moi, mon beau-père, par exemple, il est patron d'une entreprise dans le BTP. Il a, je sais pas, 50 salariés et sa secrétaire, elle fait aussi une partie de sa comptabilité. C'est possible, ça existe. D'accord, ok. On continue un petit peu? Tac. Oui, pendant que tu avances, juste je réponds à Louis, pas de bac plus 5 dans la formation. Alors au CNAM, non, vous pouvez en avoir en université, mais honnêtement, accessible pour la formation continue, je parle pour les actifs, j'en ai jamais vu. Vous savez pourquoi? Parce que j'en cherche un pour moi. donc en fait, j'en ai jamais vu. Il peut y en avoir sur Paris. Alors au CNAM, il y en a un sur Paris, sur le développement des compétences, bien sûr, mais c'est que du présentiel. Donc pour nous, c'est très compliqué. Mais ça n'existe pas en région, en tout cas pas sur Bordeaux. Voilà. Anne-Sophie, on va parler rapidement du calendrier pour que vous compreniez un petit peu comment nous fonctionnons. Donc, nous fonctionnons en année universitaire. L'année commence mi-octobre, elle se termine mi-juin. Et en fait, cette année, elle est divisée en deux. Vous avez le premier semestre qui est donc de octobre à février. Qu'est-ce qui se passe dans ce semestre? Vous suivez des cours avec les profs, les vidéos, les études de cas, tout ce qu'il faut faire. Et à la fin, vous avez un examen final. Vous passez l'examen, donc fin février. Si c'est validé, c'est très bien. L'unité, elle est validée toute la vie. Il n'y aura plus jamais besoin de la refaire. Si jamais, pour n'importe quelle raison, vous n'avez pas pu vous rendre à l'examen ou vous n'avez pas eu la note de 10 sur 20, on fait toujours des sessions de rattrapage. Donc, hop, début avril, début septembre. Et en fait, en mars, on enchaîne sur le deuxième semestre. Et donc, de mars à juin, on prend d'autres unités d'enseignement avec d'autres professeurs, ou parfois on peut les retrouver aussi, c'est possible. Et on suit les cours, les visios, machin, les études de cas, on recommence avec d'autres unités. Et c'est comme ça qu'on avance dans la formation. On valide, on n'en parle plus, on en prend d'autres.
et c'est ça le schéma qui va se reproduire. Donc, pour valider des unités d'enseignement. Maintenant, j'aimerais qu'on échange avec Monsieur C'est le Labache. meilleur moment. C'est le meilleur moment, j'ai envie de dire, en fait. Parce que le retour sur expérience, c'est toujours mieux. C'est le cœur du gâteau. Monsieur Labache, qui est donc un diplômé du CNAM, qui a suivi aujourd'hui la licence qui s'appelle Formation et Travail. Et voilà, donc c'était précieux pour nous que Monsieur Labache puisse intervenir pour vous parler de son expérience au CNAM, comment ça a pu être bénéfique, à quoi ça a servi, et est-ce que ça a vraiment servi? Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Monsieur Labache, et nous parler de votre parcours? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Ah, génial. Donc, en fait, j'ai commencé au CNAM après avoir validé mes acquis et mes expériences, donc la VAE. J'ai obtenu un diplôme de niveau Bac+2, ce qui m'a donc permis de m'inscrire au CNAM, Conservatoire national des arts et des métiers de Bordeaux. J'ai débuté par un diplôme de niveau Bac+2, chargé d'accompagnement social et professionnel. Ensuite, j'ai continué sur cette licence en sciences humaines et sociales. À l'époque, ça s'appelait sciences humaines et sociales, animation et gestion de la formation des adultes. Donc, c'est un parcours qui m'a amené après à continuer, hein, parce que je souhaite devenir psychologue du travail. Donc, ce parcours m'a été, je dirais, très, très important parce que j'étais militaire, et ça m'a permis de me mettre en action, ça m'a permis de me poser les vraies questions. Qu'est-ce que je souhaite faire? Donc, auparavant, ça m'a permis aussi de dire, la formation, mais quoi comme formation? Si on m'avait proposé d'animer une formation sur Excel, Word, ce n'était pas intéressant pour moi. J'ai débuté par des formations comme la lutte contre les discriminations, la laïcité et les valeurs de la République. Je me rappelle une anecdote. La première fois, je me suis retrouvé à Bourges, au centre de formation de la Défense. Je devais animer cette formation sur la discrimination. Il y avait une 60aine de personnes et avant de rentrer, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Donc, je savais très bien pourquoi j'étais là. Et ce n'était pas le nombre qui était important, mais c'était où est-ce que je voulais y aller? Quel est le message? Qu'est-ce que je voulais transmettre? C'était ça le plus important. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le CNAM, j'ai rencontré les auditeurs et auditrices à cette période, et je dirais que la solidarité, c'est très important. Seul, j'aurais jamais pu y arriver. Donc, j'ai des auditeurs, des auditrices, on s'est entraidés, on a beaucoup discuté, on a échangé. C'est ce qui fait la force de ce parcours au CNAM. Ce sont les auditeurs et auditrices. Je vous dis, hein, le fait d'être solidaire, de partager les informations, on n'est pas dans une compétition. On travaille pour certains, et moi à cette époque, donc j'étais sur Paris, sur Bordeaux, sur Agen, parce que j'étais amené dans le cadre de mon métier de militaire à me déplacer. C'était pas simple, mais j'ai pu, lorsque je ne pouvais pas assister à un cours, mais demander à quelqu'un, un auditeur ou auditrice, de me donner les cours, de me faire un compte-rendu. Et ça a très bien fonctionné. Oui, je confirme, hein, c'est une pratique qui est très courante. C'est pas parce qu'on n'est pas dans une classe en physique dans laquelle on doit se rendre tous les jours en présentiel comme on a pu avoir l'habitude à la fac ou à l'école, au lycée, tout ça. Mais le réseau, si vous souhaitez, le réseau CNAM, il est très riche. Les élèves par exemple, moi j'ai plein d'élèves qui créent des groupes WhatsApp
pour pouvoir échanger. Ça, c'est hyper courant. Le soutien, quand il y en a un qui est absent, on transmet les cours. Et on a une association d'anciens élèves aussi qui est très, très active. Donc, si vous souhaitez vraiment participer à cette vie un peu de classe, il y a plein de choses qui existent. Ben oui, oui. On se donnait rendez-vous même, des fois le samedi, à la bibliothèque, Mériadec à Bordeaux, pour discuter. Et j'insiste là-dessus. C'est une force. L'autre, l'auditeur, l'auditrice, est une force. Il y a aussi une force des enseignants et enseignantes. Je me rappelle, il y a certaines unités où je me disais, je ne vais pas y arriver. Et j'y suis arrivé grâce justement au rapport que j'entretenais avec ces enseignants. J'ai pu leur expliquer mes difficultés. Et ça aussi, c'est une force aussi. Savoir écouter aussi. Des fois, on est là, on veut absolument valider une unité et lutter contre le ressentiment, la colère, par exemple, de se dire, ah, je suis sûr que j'aurais eu une bonne note, mais la note n'était pas là. Il ne faut pas s'en prendre aux enseignants, non pas s'en prendre à soi, mais avoir une vraie réflexion sur soi. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, on avait une petite question de Michael, Anne-Sophie, sur justement comment se font les stages si on décide de faire la licence le soir en distanciel, sachant qu'on travaille la journée. Tu sais, cette unité d'activité, Oui. Tu peux nous en parler? Donc, pour valider une formation au CNAM, je dirais dans 90% de nos formations, nous demandons une expérience professionnelle et une expérience professionnelle dans le domaine. Donc, il peut y avoir deux profils différents, pour faire large. Soit l'élève travaille déjà dans le domaine et donc il devra rendre un rapport d'expérience, soit l'élève fait par exemple une reconversion et ne travaille pas du tout dans le domaine. Dans ce cas-là, nous lui demanderons de réaliser un stage plus ou moins long en fonction du diplôme qui est visé. Et donc là, on est sur la licence. La licence, c'est 6 mois de stage. C'est une véritable question et je vais prendre le temps de bien vous expliquer pour voir comment ça fonctionne. Parce que là, on se dit, je suis salarié, comment je fais 6 mois de stage? Déjà, le stage, vous n'êtes pas obligé de le faire 6 mois d'un coup. Nous vous conseillons de commencer vos stages à partir de moitié, 3/4 de formation. Vous ne pouvez pas le faire trop tôt parce qu'il faut déjà avoir vu un minimum de cours pour que vous puissiez mettre en application ce que vous avez appris en cours et que vous puissiez le mettre en application en entreprise. Donc, il faut déjà avoir un minimum de connaissances, pas le commencer trop tôt. Et après, c'est des stages. Vous pouvez faire des stages de 1 semaine, 1 mois, 2 mois. On vous fera autant de conventions de stage que nécessaire. Vous pouvez mettre tout le temps que vous voulez pour réaliser vos stages. Ce que font souvent nos élèves, c'est que pour les licences, parce que c'est un stage de 6 mois, c'est long, on le sait, hein, on est conscient de ça. Donc, ce qu'ils font en général, c'est que les élèves, ils valident toutes les unités d'enseignement et quand vient le moment de faire le stage, ils finissent toute la théorie et au moment de la pratique, eh bien, ils recherchent un stage ils savent très bien que derrière, il y a une possibilité de CDI. Ça, c'est très, très, très courant. Pourquoi? Parce que du coup, ils démissionnent de leur poste, ils rentrent en tant que stagiaires dans la nouvelle entreprise et pour terminer sur CDD ou CDI. Ça, c'est très, très courant. J'ai une petite question par rapport à ça. En tant qu'auditrice, si je veux faire la licence, donc je valide. Alors, je fais toutes les unités d'enseignement, mais du coup, je n'ai pas la licence parce que je n'ai pas encore fait le stage. Est-ce que finalement, en expliquant, en mettant sur mon CV que j'ai validé, donc j'ai un niveau finalement de licence, je le mets sur mon CV, mais que je ne cherche pas forcément un stage, mais effectivement un CDD ou un CDI. Donc, c'est-à-dire que je suis apte en soi, je suis opérationnelle puisque j'ai validé, j'ai toutes les connaissances. Donc, on peut très bien, et est-ce que cette période en CDD ou en CDI est considérée comme un stage? Oui, pardon, oui, tout à fait. C'est une expérience professionnelle en soi. On dit stage, mais si vous êtes recruté pour un CDD de 6 mois, il n'y a pas de souci. Si vous faites du bénévolat
de formateurs, je dis un exemple, hein. Faites du Ouais. bénévolat de formateurs pour des associations, formateurs de français pour des publics en difficulté, ça marche, c'est pris en compte. On est très large hein, dans le champ de l'expérience professionnelle. J'ai dit stage, mais beaucoup plus large que ça, hein. Il n'y a pas de D'accord. souci. Donc, en fait, c'est l'expérience pro, quel que soit Oui, finalement le statut. oui, Stage, tout à fait. bénévolat, Oui, salariat, mm, voilà. OK. Même entreprise que l'on monte oui, soi-même, après tout. aussi, il n'y a aucun souci. Voilà. Il n'y a aucun Oui, souci. le bénévolat fonctionne aussi. Après, il y a un rapport lié à ce stage, c'est-à-dire qu'on va vérifier si le contenu du stage et tout l'apport que vous avez eu est suffisant pour valider la licence. Donc, il faut un contenu, il faut que ça soit cohérent, ça faut le valider avec votre conseiller et Oui, éventuellement le responsable de formation si besoin. Mais généralement, oui, s'il y a suffisamment de contenu, c'est possible le bénévolat, c'est possible le stage ou l'activité ou la oui. création d'entreprise en tant que Tout formateur. dépend voilà, tout dépend des missions en fait que vous allez Oui, réaliser en bénévolat. oui. Nous, on va contrôler que les missions correspondent bien à nos attendus pour être sûr que vous ne partiez pas à côté, mais il n'y a pas de souci. Toute forme d'expérience professionnelle est bonne à prendre. Et notamment, je reviens à Madame Bolivar-Armel, oui, surtout le bénévolat pour votre formation de psychologue du travail. Oui, faites du bénévolat, c'est archi reconnu. Non, vous prenez contact avec votre conseiller en formation et on voit ça ensemble. Et de toute manière, le conseiller en formation, on travaille en équipe avec le responsable, hein. Donc, quelque part, de prendre contact avec votre conseiller en formation, c'est aussi prendre contact avec le responsable. On voit ça toujours ensemble. On ne suit pas Oui, là. clairement, parce que les conseillers, en fait, ont plus de compétences et notamment en financement, ils connaissent votre projet et nous, on est vraiment dans la technicité. D'accord, ok. Mais c'est vrai Si que je peux, j'avais pas mis l'option du stage dans ma démarche là. Ah oui, Ouais, je Mais l'avais pas encore, il parce que faudra. j'en suis loin de ma licence, hein. J'ai passé que 2 UE pour l'instant, hein, donc j'ai encore un peu oui, de temps mais devant moi. Mais et le métier dans lequel je travaille, il y a pas du tout de sens avec la psychologie, mais je pourrais faire du bénévolat, ouais, c'est une bonne idée. Tout à fait, Ouais, 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 c'est une très bonne idée. J'y avais pas pensé, merci beaucoup. si je peux me permettre, bien sûr. donc j'ai pu, grâce à cette licence, créer un organisme de formation, donc Waouh, certifié Calliope waouh, aujourd'hui. bravo. Et ça, c'est pas ouais. une mince affaire, on peut vous le dire, hein. Calliope, ça C'est c'est pas une sûr. mince affaire. C'est pas une mince affaire, merci. Et ce qui est important, malgré ça, je dois à chaque fois montrer que j'ai un diplôme. On me demande à chaque fois, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez un diplôme en Oui. lien avec Mm. votre organisme de formation? On me le demande à chaque fois. Et j'ai des collègues qui n'ont pas de diplôme et qui, comme si ce n'était pas légitime Mm, mm. d'être formateur. Et de plus en plus, de plus en plus. Ça, c'est la France, hein. On ne va pas pouvoir passer à côté de toute manière, hein. On aime les diplômes en France, hein. De toute manière, quand vous visez un poste, excusez-moi, quand vous visez un poste, moi, je vous conseille toujours aller regarder les offres d'emploi et regarder quels sont les niveaux demandés. Et ça va vous donner déjà une piste de formation derrière et vous allez voir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les diplômes nécessaires pour exercer sur ce poste-là. Et vous allez cibler vos recherches pour les organismes de formation. Ça va être beaucoup plus rapide. Passez par les offres d'emploi. Je voulais vous remercier beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier webinaire qui Excusez-moi, voilà. madame. Oui, J'ai une autre question. En fait, oui. est-ce qu'on pourrait parler de ce qui est possible pour moi en tant que dans les AT, en fait? Est-ce que c'est possible d'avoir un poste de comptable, en fait, Je vous, d'assistant comptable? ce qu'on va faire, je vais vous rappeler. Je vous Oui, rappellerai demain et on en d'accord, parlera vraiment tous les deux, d'accord. juste tous les deux. Ça vous va? Je ne sais, parce que oui, parce que je ne sais pas quelles sont mes possibilités, en fait. Parce que Oui, je mais ne on sais en pas, parlera tous les deux. On en parlera tous les on deux. m'a dit secrétariat, c'est possible, mais Ouais. assistant comptable, c'est pas possible. Alors, du coup, Mais on en parlera. Ne vous inquiétez pas. On va échanger là-dessus. On va vous rappeler. OK? ok. Vous avez un QR code sur la dernière slide. Si vous voulez, vous pouvez le flasher et parce qu'on est assez friand de votre retour, si vous
à quoi vous vous attendiez? Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on creuse? On est très demandeur de votre retour. N'hésitez pas à nous faire ces 2 minutes, hein, il y a 3 questions. Et puis voilà, si vous voulez nous appeler, on est là, on va construire le projet ensemble. Et voilà, et je voulais vous remercier beaucoup, en particulier Madame Garcia, en particulier Monsieur Lavache. Merci beaucoup pour ce temps d'échange qui a été très, très riche. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour tout.